présente Benoît. Benoît Covin, donc, qui est un ami déjà de longue date. Maintenant, c'est connu petit. Et donc Benoît, il a une formation d'abord de kiné. Voilà, kiné en premier, et puis ostéo. Voilà, il a continué vers l'ostéopathie. Et puis un jour, il a décidé de partir à travers le monde pour découvrir comment on pouvait soigner avec les mains, enfin tout ce qui se faisait par rapport aux soins avec les mains. Et puis tu as découvert de plein de belles choses, donc l'Inde, tu as été au Brésil, enfin bon, il va vous parler de tout ça. Et donc voilà, il va vous raconter un petit peu ce chemin et son cheminement aussi par rapport à tout ça. Voilà, donc Benoît, merci d'être là et je te laisse la parole. Merci. T'as pas de son? T'as pas de son? Il y a un on-off ou pas là? C'est bon? Ah d'accord, merci, excusez-moi, pas trop l'habitude. Donc oui, effectivement, je m'appelle Benoît et puis il y a quelques années, il y a 2 ans en fait, je vivais à Paris. Ça faisait 15 ans que je vivais à Paris et puis j'ai eu un petit ras-le-bol. Je tournais un peu en rond, j'avais fait un peu le tour de tout un tas de choses et j'ai décidé de m'offrir un cadeau, c'est-à-dire de prendre mon sac à dos et puis de partir à l'autre bout du monde avec juste en poche un billet aller simple et sans rien préparer. Et voilà. Et je suis parti. Mon premier pays a été le Sri Lanka. Et quand on part comme ça, en fait, c'est assez particulier. Parce qu'au départ, je devais présenter mon voyage. Et puis Lydie, Lydie, je vais le dire, hein. Lydie me dit, tu sais, tu n'oublies pas le thème, c'est l'instant présent et tout ça. Je fais, merde. Et puis en fait, tu vas voir, ça va recouper, ça va recoller. Et en fait, du coup, j'ai revisualisé, parce que j'ai présenté ça déjà 2, 3 fois à mes confrères ostéopathes, et j'ai revisualisé mes diapos. Et en fait, la notion du temps, elle est partout dans le voyage. Et effectivement, par rapport à la conférence qu'il y a eu ce matin sur les 2 gars qui étaient là, ça m'a complètement parlé, parce que le voyage a transformé ma vision du temps, effectivement. Et m'a transformé moi tout court, mais cette gestion du temps, elle a complètement évolué au cours du voyage. Parce que quand on part, déjà, partir à l'autre bout en sac à dos, quand on est là-bas, on n'est plus personne. C'est-à-dire que le costume qu'on porte dans notre société, la famille, les amis, notre nom, nos diplômes, ce qu'on a fait, tout ça, ça n'existe plus. Et en tout cas, ça ne sert plus à rien là-bas. Donc on s'en débarrasse très vite et on fait un peu peau neuve. Et du coup, il y a tout un espace qui se crée, quoi. Et dans cet espace, il va falloir créer de nouvelles choses, improviser et s'adapter à ce qu'on voit, quoi, sur place, dans l'instant présent. Il n'y a plus de calcul. Et chaque jour que je démarrais dans ma matinée, chaque matinée, c'était comme un nouveau cadeau en fait que je m'offrais. Et j'ouvrais un cadeau et je dis, qu'est-ce que ça va être le cadeau d'aujourd'hui? Et à chaque fois, j'imaginais ma journée le matin. Je me disais, tiens, je pourrais faire ça, je pourrais vivre ça. Et je vivais mes envies au jour le jour. J'avais pas de rendez-vous, j'avais laissé toute ma paperasse complètement, j'avais même abandonné le cabinet, j'étais parti léger et du coup j'ai pu vivre ça a duré 7 mois à peu près, j'ai pu vivre vraiment mes envies au jour le jour. Et ça a changé pas mal de choses après dans mon retour. Parce qu'au retour, du coup, j'ai pris une petite claque, forcément. Voilà. Et au retour, je me suis rendu compte en fait que le temps ici, on le gérait comme un bien de consommation. On dit d'ailleurs dans le vocabulaire, on dit souvent je gagne mon temps ou je perds mon temps, ou j'en avais noté, c'est avoir du temps, j'ai pas le temps, faut optimiser le temps. Et on imagine le temps comme un objet de consommation, en fait, comme si on pouvait avoir le contrôle dessus. Et en fait, en voyage, ça n'existe plus. On a le contrôle sur rien, on est juste dans l'instant présent et on s'adapte aux situations. Un des derniers médecins que j'ai rencontré, c'était un chef indien algonquin, qui me disaient, eux, à l'époque, quand ils étaient gamins, ils étaient nomades, et ils construisaient leur canoë pour partir dans les rivières et partir changer de lieu, de vie. Et ils me disaient, nous, quand on est dans le canoë, on fait le moins de bruit possible dans la rivière, et surtout, on nage jamais à contre-courant, c'est-à-dire qu'on pose le canoë et on se laisse aller avec le courant, et on se bagarre jamais. Et en fait, cette notion de temps, c'est un peu ça. La différence quand je suis rentré de mon voyage et que je suis arrivé en France et à Paris, et du coup je ne suis pas resté très longtemps à Paris,
c'est cette notion de se bagarrer pour le temps et de gagner son temps, de ne pas perdre son temps, tout ça. Et ça avait complètement disparu au cours de mon voyage. Donc ça, c'était le petit laïus pour coller à la journée d'aujourd'hui. Voilà. Et par contre, bon, l'objectif, c'est quand même de vous présenter ces médecines traditionnelles et ces peuples que j'ai rencontrés. Et voilà. Donc ça a été mon itinéraire. L'itinéraire, c'est tel qu'il s'est construit au fur et à mesure, mais c'est pas, il n'a jamais été calculé. Le seul truc que j'ai fait, c'est acheter mon premier billet pour le 1. Et après le passage du 1 à 2, de 2 à 3 et tout ça, ça s'est fait quasiment de la veille au lendemain, où j'allais à l'aéroport et je regardais le panneau, je regardais les pays et je dis bah tiens, je vais prendre ce billet-là et puis je vais voir ce qui se passe là-bas. Et à chaque fois, j'ai construit, j'ai essayé de m'imprégner du pays, de rentrer dans le pays, de me fondre complètement dans le pays. Et quand j'étais vraiment bien dans ce pays-là, c'est là où les médecines ont commencé à apparaître. Parce que si on va chercher ces médecins-là, on ne les trouve pas. Par contre, quand on est vraiment bien dans le pays, je m'aperçois que tous ces médecins, je les ai rencontrés à la fin de mon séjour dans chacun des pays, jamais au début. Parce que ça demande du temps, parce qu'ils sont assez frileux, parce qu'ils se méfient des Blancs qui viennent voir, et c'est des choses qui sont aussi secrètes, qui ont été interdites pendant des années. Et du coup, il les laisse pas à n'importe qui. Et par contre, quand on est bien posé dans le pays, bah, ça arrive toujours. J'avais toujours peur en arrivant de rien trouver, parce que j'alimentais un blog, je faisais des vidéos. Et j'avais toujours peur de dire, bah, tiens, peut-être que je me suis trompé. Et à chaque fois, ça arrivait. À la fin de chaque épopée, ça arrivait. Et il y avait toujours des belles rencontres. Donc les rencontres, c'est tous ces médecins que j'ai rencontrés. Là, il y en a une petite moitié, il y en a plein d'autres. Et alors voilà, les médecines traditionnelles, faut les expliquer. Elles sont toujours à mettre en rapport avec le pays, la géographie du pays. Si on est sur une île, si on est dans les montagnes, forcément, ça va avoir une influence sur les médecines. Si on est au bord des volcans, si c'est un pays chaud ou un pays froid, ça va complètement changer la médecine. Et puis, évidemment, l'histoire, les peuples, les cultures, les croyances, les religions, tout ça sont imbriqués. La médecine n'est pas isolée du reste. La religion est toujours intégrée dans la médecine. La spiritualité aussi. Les croyances, et tout ça, ça appartient aux médecines. Chez nous, c'est très cloisonné, mais là-bas, c'est un médecin et aussi un maître spirituel. Ça peut être aussi un chef d'arts martiaux, ça peut être tout ça. Et alors, ces médecines-là, elles ont été en grand danger, c'est juste pour faire un petit laïus, elles ont été en grand danger tout au cours du XXe siècle. Au début du XXe siècle, ce qui a failli les tuer, ça a été évidemment la colonisation des Blancs comme dans les Andes, comme en Amérique latine, comme en Asie aussi. Les curés arrivaient et ils importaient, évidemment, avec leur religion, ils importaient leur médecine. Et donc les rites et les rituels et les médecines étaient interdites. Et donc, c'était pas vraiment un problème parce que comme tous ces savoirs-là étaient ancestraux et transmis par voie orale, du coup, ils pouvaient brûler les écrits et ça continue à se perpétrer dans les villages et tout ça, et elles ont continué d'exister, même si elles étaient totalement interdites, elles ont continué d'exister. Et fin du XXe siècle, avec des programmes de l'ONU, des programmes culturels de l'UNESCO, ça s'est remis en route, et maintenant on en voit de plus en plus, et les fils de chefs de médecins reviennent sur le devant de la scène. Et donc ils renouent avec leurs ancêtres et ils renouent avec leur médecine. Ça, c'était chouette. Et puis le deuxième gros fléau, ça a été fin du XXe siècle, ça a été tous les programmes d'aide au développement des pays en voie de développement. Et alors là c'est mon petit coup de gueule, ça peut paraître bizarre, mais là où vous voyez une campagne humanitaire, où vous voyez des programmes de développement pour leur amener nos médecines, en fait, vous voyez plutôt derrière qu'on va aller vendre du médicament dans un pays et on va ouvrir des marchés. Et ça, comme au Népal ou dans plein d'autres pays, ça a éliminé complètement les médecines traditionnelles. J'en ai cherché au Népal, j'en ai pas trouvé. Il a fallu que j'aille rencontrer des Tibétains pour les voir, parce qu'au Népal, tous les grands hôpitaux et les grandes campagnes d'aide au développement occidentaux ont fait disparaître ces médecines traditionnelles. Juste vite fait, la médecine traditionnelle, c'est trois choses. On peut à peu près toutes les recouper là-dedans. C'est l'usage des plantes médicinales endémiques. Donc, c'est les plantes qui poussent sur le sol de là où sont les médecines traditionnelles. C'est la médecine manuelle. Donc, c'est ce qui m'a intéressé. C'est savoir qu'est-ce qu'ils font avec leurs mains, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Essayer de comprendre, de ressentir. J'avais une petite caméra, je la posais. Je me posais comme patient, je filmais ma séance. Et après, je regardais le soir, je regardais dans ma piole ce que le guérisseur a fait. Et j'ai essayé de comprendre après, mais jamais avant. J'arrivais toujours avec le cerveau vierge et neuf, et c'est après que j'ai essayé de comprendre ce que les gens faisaient sur ce que j'ai vu et ce que les gens faisaient dans leur pratique, mais jamais avant. Et la troisième chose, c'est toujours les 3 hygiènes de vie que nous, on avait en ostéo et
à l'époque, au tout début de l'ostéo, les hygiènes de vie étaient intégrées dans notre pratique et elles ont disparu pour devenir juste une médecine mécaniste. Enfin, même plus une médecine, juste une approche mécaniste. Mais à la base, dans toutes les médecines comme l'ayurvédique, on s'interroge sur l'alimentation, on s'interroge sur notre façon de bouger, comme le yoga, comme tout ça. Et évidemment, il y a la dimension psychique et spirituelle qui intervient complètement dans la santé. Voilà, mon premier départ, donc c'était mon premier arrivé Colombo. Là, on est au Sri Lanka. Ça a été ma grande rencontre avec le bouddhisme. Je ne savais pas ce que c'était vraiment. Et là, c'est le bouddhisme du roi Ashoka. Donc, c'est un des bouddhismes les plus originels sur la Terre. Et c'est un des plus purs. Et c'est quelque chose de magnifique. Là, vous avez le temple de Kandy en haut à droite. C'est le temple de la dent de Bouddha, où ils ont la relique de la dent de Bouddha. Et ils exercent leur spiritualité là-bas. Quand vous allez au Sri Lanka, c'est quelque chose qui vous submerge. C'est posé, ils sont calmes, ils sont respectueux. Et ils se déplacent en famille au temple, ils allument juste une bougie. Et c'est quelque chose de très épuré, comme le grand Bouddha qu'on voit. Tout est blanc et épuré. C'est quelque chose de très, très touchant. Et donc là-bas, j'ai rencontré la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique, le Sri Lanka, c'est la petite sœur de l'Inde. Et comme la médecine ayurvédique est née en Inde, j'ai rencontré cette médecine ayurvédique. Et donc, j'ai mis du temps à rencontrer ce docteur qu'on va voir après. Et j'ai réussi au bout de quelques temps. Alors pareil, il a fallu être très patient. Donc la patience, c'est quelque chose qu'on apprend assez vite parce que ça ne sert à rien de s'énerver contre des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Donc on accepte complètement. Et donc on apprend la patience. Il m'avait donné rendez-vous à 20 h dans un dispensaire parce qu'il a sa clinique et une fois par semaine, il va donner des soins gratuits au dispensaire. Et c'est sur des enfants qui ont des déformations du dos, donc on va voir ça. Et il est arrivé à 2 h du matin. Il y avait 70 personnes dans le dispensaire à 2 h du matin. Et il a soigné les gens de 2 h à 6 h du matin. Donc la notion de temps, les gamins avaient école le lendemain. Mais ce n'est pas un problème. Personne ne se plaignait. Tout le monde attendait. Et ça, j'ai trouvé ça étonnant. Donc voilà, c'est le docteur Ashoka. Et il a une petite pierre en haut qui a été transmise. Donc lui, c'est un peu la version orthopédiste de l'ayurvédique. Il y a plein de domaines dans l'ayurvédique. Lui, c'est la version orthopédiste. Et il a une petite pierre qui lui a été transmise par son grand-père. Et avec cette petite pierre, il va soigner les dos, en fait. Donc voilà, je vous montre. Et puis j'essaye de commenter les images en même temps. Il n'y a pas de son volontairement. Donc voilà, ça c'est le dispensaire qui n'est pas forcément très, très accueillant. Et donc ça, c'est les grandes banquettes où les chauffeurs de taxi venaient dormir en attendant la fin des séances des gamins. Donc c'est le docteur Ashoka. Donc il travaille sur des tables en bois ayurvédiques. Là, voilà, c'est une déformation de scoliose. Donc c'est un gamin on voit la colonne de travers. Donc il s'attaque à ça en fait. Il s'attaque à ça, à des myopathies, à des spondylos, à des choses, même y compris les myopathies de Duchenne qu'on soigne plus, si ce n'est où on met les gamins dans des fauteuils. Et eux, ils s'attaquent encore à ça et ils essayent de les faire marcher. Et ils arrivent à faire marcher des paralysés, des gamins qui sont complètement paralysés pour la médecine moderne. Et ils arrivent à les faire remarcher, ce qui est quand même étonnant. Donc là, lui le but, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est d'abord on nettoie, on désintoxine, après on draine et après on nourrit. Donc il masse avec des huiles très puissantes, c'est des plantes très très puissantes dans l'ayurvédique. Et là, il enlève, il fait circuler, tout simplement. Donc ça recoupe un peu ce qu'on peut faire en ostéopathie, à savoir on fait circuler pour que le sang et les influx nerveux puissent circuler librement dans le corps. Et après, la santé, elle vient ou elle vient pas, mais au moins, il n'y a plus de blocage dans ces voies de circulation-là. Donc c'est quelque chose de très mécaniste. J'ai démarré le voyage, j'ai rencontré des gens très mécanistes, et j'ai terminé dans des trucs plus énergétiques, on va dire. Donc voilà, il a sa petite pierre, il la pose sur la colonne et puis il percute les vertèbres. Ça fait pas mal, ça fait pas mal du tout. Il est très localisé, il percute la vertèbre pour la secouer, pour la désolidariser et virer un petit peu cette courbure où les gamins rentrent dans cette courbure et ils ont du mal à s'en sortir. Et lui, il va essayer d'enlever toutes les tensions pour qu'ils sortent de ce schéma en fait, dans lequel ils sont rentrés. Donc voilà, c'était ma première belle rencontre avec la médecine ayurvédique.
Et ce qui a été intéressant, c'est qu'au bout de... Donc je suis allé le suivre plusieurs jours, plusieurs semaines de suite, une nuit à chaque fois. Et à la fin, il m'a laissé m'occuper de ses patients. On a pu échanger sur nos pratiques et on a pu commencer à discuter. Mais au début, ça a été très très compliqué, quoi. Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'ils prennent rien, il n'y a rien qui est grave, il n'y a rien qui est sérieux. Il y a toujours beaucoup de rire dans les séances et il y a toujours beaucoup d'humanité, évidemment. Alors là, je faisais craquer les vertèbres, donc il connaissait pas trop, donc ça le faisait beaucoup rire. Mais c'est assez léger, en fait. Quand on voit une consultation pour une maladie grave en Occident, c'est tout de suite un peu lourd. Et eux, c'est jamais lourd, quoi. C'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Ils sont très dans l'acceptation de ce qui arrive et ils essayent de trouver des solutions pour aller pour dépasser ça. Donc là, c'était une cervicale. Voilà. Hop, je vais. Donc deuxième de là, je me suis dit, faut que j'aille un peu plus loin dans l'ayurvédique. Et je me suis dit, quitte à aller plus loin, autant aller dans le berceau. Et le berceau de l'ayurvédique dans le monde, c'est le Kerala. C'est le sud-ouest de l'Inde. C'est la petite bande, c'est l'ancienne côte Malabar, c'est la petite bande, voilà. Et donc, l'Inde est immense et j'ai passé un mois à faire que les petits points rouges pour essayer de rencontrer des gens. Et voilà. Et donc le Kerala, c'est les backwaters qu'on voit en haut à droite, c'est toutes ces rivières qui sont dans les terres qui permettaient d'acheminer les céréales des montagnes vers les ports. Et c'est un coin très fertile et très chaud, mais très humide. Et du coup, il y a énormément de plantes endémiques qui poussent. Et la médecine ayurvédique, elle compte plus de 3000 plantes qu'ils peuvent utiliser. Et ils ont cette science-là, en fait, des plantes qui est assez incroyable. Et c'est des plantes, un massage avec des plantes ayurvédiques, c'est très puissant. Hein. Il y a des réactions dans tous les sens. Hein. Donc voilà, là-bas, j'ai rencontré un Sarva Atma, qu'on voit en haut à gauche, qui est quelqu'un de très particulier qui a été quelqu'un de très particulier dans mon voyage. Et lui, il m'a initié à tout à toute la philosophie indienne. Donc j'étais chez lui. J'ai fait des séances, des cures ayurvédiques. Et le matin, donc on faisait de la méditation et du yoga. Et après, j'avais mes soins de massage ayurvédique avec un masseur. Et le soir, on discutait autour du repas. Et il y a beaucoup de choses. Cette philosophie indienne, elle est très riche. Et du coup, il m'a initié un peu à tout ça. Lui, c'est quelqu'un, il a suivi l'enseignement de 3 maîtres spirituels. Et il a fait une mort civile. Et en Inde, on a le droit de mourir une fois civilement. C'est-à-dire qu'à la fin de son cheminement spirituel, il a dit je veux être quelqu'un d'autre. Et on a le droit de s'effacer de l'état civil indien et de prendre une nouvelle identité, un nouveau nom et de renaître, en fait. Et ça, c'est offert à tous les Indiens une fois. Et lui, du coup, son nom a été Sarva Atma. Il est rené en Sarva Atma. Mais il avait, je ne sais pas quel âge, peut-être 20 ou 25 ou 30 ans, quoi. Donc, il a développé avec sa femme un ashram et il fait vivre un peu les gens du village et les femmes viennent masser. C'est un très très bel endroit et c'est vraiment une belle rencontre. Et là-bas, il m'a fait rencontrer un gourou. Un gourou, c'était un gourou de Kalaripayat. Donc le Kalaripayat, c'est l'ancêtre des arts martiaux. C'est l'ancêtre du kung-fu, par exemple. Et dans le Kalaripayat, du coup, l'entraîneur, le médecin, est aussi médecin et c'est aussi l'entraîneur et c'est aussi le guide spirituel de ses élèves. Et ils apprennent très tôt les points marma, qui sont, on peut dire, les ancêtres des points d'acupuncture et tout ça, sauf qu'ils n'utilisent pas d'aiguille. Et ces points marma sont cartographiés. Et ils ont la capacité, dans les arts martiaux, de tuer ou d'immobiliser ou de paralyser quelqu'un. Vous avez des vidéos où, avec un point marma, il immobilise, il paralyse une poule, et puis la poule, il appuie sur un autre point, et la poule se remet à courir. C'est un peu le même principe, sauf que là, c'est chez les humains. Et donc, il y a cette possibilité-là avec ces points-là, mais ces points-là, quand ils sont bien maîtrisés, ils peuvent aussi guérir, et ils peuvent aussi faire circuler l'énergie et tout ça. Et donc, ça a été une rencontre avec ce gourou, qui m'a initié à cette médecine, qui est moins cartographiée que la médecine ayurvédique, mais qui est un peu plus intuitive, un peu plus empirique, mais par contre qui reste quand même assez puissante. Donc ça, c'est le Kalaripayat pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait des petites démonstrations de ses élèves.
Donc ils apprennent d'abord les armes, ils apprennent d'abord les épées, les armes longues, et plus ça va, plus ils apprennent à se débarrasser des armes pour se servir des mains. Et quand ils sont très très avancés, ils ont le droit de combattre à main nue et d'utiliser les poings marma. Mais c'est des points qui peuvent être mortels, donc ils s'entraînent à ça, mais il faut d'abord une grande maîtrise pour ça. Et donc le docteur Gurukal, voilà, Prakassan Gurukal, donc il prend les poux et puis après, c'est un mélange de plein de choses. C'est pas très, j'ai pas tout compris de ce qu'il avait fait. Il y a beaucoup de rebootements. Si vous connaissez les rebooteux dans les campagnes du coin, on retrouve beaucoup de crochetage et de choses que les rebooteux font chez nous. Mais il y a aussi, voilà, ça c'est les points marma. Il stimule, il peut ralentir ou accélérer un flux sanguin, ralentir ou accélérer un flux nerveux. Il peut endormir des zones, les réveiller. Voilà, il a cette capacité-là. Et en interrogeant les points aussi, c'est un outil de diagnostic. Il peut vous dire si tel organe est malade ou pas. Là, c'était l'estomac qui n'allait pas. Alors, ils font tout ça en Inde. Au début, je ne comprenais pas. Je posais des questions, il me faisait ça et il n'a pas compris ma question. Mais c'est ni oui ni non, c'est comme ça. Donc là, c'est une technique un peu... Donc voilà, il soigne des gamins qui sont souples. Donc des fois, il oublie un peu que nous, on ne l'est pas sur la table. Donc là, c'était une manipulation du sacrum. Il fait craquer le sacrum comme ça. Donc il a son commis qui tire sur la jambe. Bon, il y avait un peu de folklore hein, avec lui. Mais malgré tout, c'était assez maîtrisé quand même. Là, il enfonçait ses doigts sous mon crâne au niveau de ma cervicale. J'avais l'impression qu'il décollait, que mes pieds décollaient du sol et que mon crâne allait se désolidariser de mes cervicales. De toute façon, voilà, en Asie, la vie elle est un peu plus rude et leur médecine et leur massage, un massage ayurvédique bien fait, ça fait très très mal. Hein, mais c'est très très efficace. Ah, voilà, ça, on en parlait ce midi. Celle-là, je ne l'avais pas aimée du tout. Elle m'avait fait un peu mal, mais voilà. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qu'on nous interdit de faire en ostéo, en fait. Donc lui, c'est ce qu'il s'autorise à faire. Mais bon, il maîtrise quand même un peu le truc, et ce qui fait que même sur un geste qui paraît dangereux, il ne le sera jamais, quoi. Parce qu'il en a eu tellement de patients sous les mains qu'il ne sera jamais dangereux. J'espère qu'il s'est entraîné sur des animaux avant. Ça doit être comme ça qu'ils font. Parce que... Et on se sent plus léger après, on est pas mal, hein. Je vous assure. Là, il griffe, il pince, Là, il appuie sur les points marma aussi. Là, ouais. Là, c'est les points marma des tempes. Après, il y a les points marma des cervicales. Mais il reste jamais très longtemps là où ça fait mal. Donc c'est pour ça qu'on passe vite à autre chose. C'est pas très problématique. Et là, il va avoir la bonne idée de me crocheter les nerfs sous les aisselles. Alors là, j'ai eu un flash électrique dans tous les bras. Tiens, voilà, ici, là. Ça, ici, là. Voilà. J'ai eu une décharge électrique dans le bras, mais un truc, je m'en souviens encore. Voilà. Donc voilà, une grande expérience. Ouais. Ah, merci pour lui. C'était quelqu'un de très humain et très sympa. On a pu discuter pas mal ensemble. Et donc après ça, je suis allé en Thaïlande, où là, c'est des massages. Le massage thaïlandais, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le massage thaïlandais. Ça suit aussi des lignes qu'ils appellent des sensip. Et il y a tout un protocole où on appuie sur les points qui sont situés sur ces lignes. Et il y a peut-être une dizaine de lignes comme ça. Et on fait le protocole. Tous les points de la ligne, on les fait un par un. Par exemple, on va faire la jambe, on va faire un point dans le pied, un point dans le genou, un point dans la cuisse. Et on va revenir comme ça. Et on va faire et il y a toute une pratique. La pratique devient complètement rythmée. Cyclique, elle devient, et on oublie complètement qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous masser. Et c'est assez étonnant. C'est presque de l'ordre de la méditation, la pratique. Donc voilà, c'est le noix de borane. Et
c'est ça, c'est des points de pression enchaînés le long de Sensip. Là, c'est le dessin, d'accord. Et il travaille sur des tables basses, donc ce qui permet de travailler avec tout son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont travailler avec leurs bras, qui vont faire des choses. Ils vont se placer pour laisser tomber leur centre de gravité dans le point. Et ça change tout parce qu'on n'est plus dans un effort musculaire, on n'est plus dans le faire, mais on est dans le lâcher, on lâche. On se laisse tomber dans le point et du coup, ce n'est pas quelque chose qui demande un effort, c'est quelque chose qui demande un relâchement. Donc c'est une pratique qui est un peu différente de nous. Quand on est kiné, on apprend à masser, à faire des efforts. Eux, ils se placent sur le point et ils se laissent tomber dans le point. Et de façon répétée, de façon très méditative. Donc là, c'est là où j'ai un peu compris que la notion de méditation et d'être disponible et d'être dans l'instant présent, dans la gestuelle, était quelque chose qui existait, qui était très fort chez eux et qui était très important, y compris dans nos pratiques. C'est un truc, j'ai été un peu initié à ça là-bas. Le noix de borate, ça fait super mal. Hein. J'ai été massé par des aveugles à Chiang Mai. C'est à la fois un des pires souvenirs et à la fois c'est ce qui m'a le plus réveillé, quoi. Ils m'ont réveillé le corps d'une force. L'Inde m'avait réveillé l'esprit, les Thaïlandais m'ont réveillé le corps. Et je m'en souviens encore. Donc là, c'était dans une école. Ça a été compliqué de rencontrer des médecins. Donc du coup, je suis allé voir des enseignants, en fait. Et des écoles viennent de rouvrir, à Wat Po notamment, et à Chiang Mai. Et voilà, et là, vous avez la directrice de l'école qui fait les points. Donc c'est... Voilà, vous voyez, elle pose ses mains et elle déplace son centre de gravité pour venir le poser au-dessus du point. Et elle comprime le point. Et vous avez quelque chose de très rythmé. Elle va d'arrière en avant, comme ça, d'avant en arrière. Ah, ouais, pas mal. Et voilà, donc on fait des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et donc, ce sont les points. Elle fait tous les sensi. Par contre, elle ne s'occupe pas trop de savoir si vous avez tel problème, si vous avez mal aux pieds, mal au machin. On fait tout le protocole pendant 1h30 et après, il se passe ce qui se passe. Le tout, c'est que l'énergie circule dans le corps. Du coup, je vais accélérer un peu. On va vite repartir. On ne fera pas de questions. Là, je vais continuer direct. Ouais. Oui, plus tard. Ouais. D'accord. On fait ça. Oui, carrément. Le shiatsu, c'est au sol. Et de toute façon, en Asie, tout est un mélange de médecine ayurvédique, médecine chinoise. Et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est un mélange des deux. Mais les deux grandes médecines, c'est ces deux-là. Et elles sont très puissantes, ces médecines. Hein. Donc, je vais continuer. La médecine traditionnelle tibétaine. Donc là, c'était à Katmandou. Là, vous avez le docteur Tanzin. Alors, quand j'ai rencontré le docteur Tanzin, ça a été une rencontre incroyable. Je me souviens encore de... Il a ouvert la porte et j'ai vu ce monsieur-là et j'ai pris il m'a complètement absorbé à l'intérieur de son univers. Et j'ai compris ça beaucoup plus tard, en fait. Et c'est quelqu'un qui pratique la méditation tous les jours. Et dans leur cursus de médecine tibétaine, ils ont 7 ans. Il y a 1 an qui est consacré totalement et uniquement à la méditation au temple. Du matin au soir, ils ne font que ça pendant 1 an. Et il m'a expliqué, on a discuté pas mal, et il m'avait expliqué que c'est notre grand défaut en Occident, c'est de ne pas avoir cette pratique de la méditation. Parce que la méditation te force à être dans l'instant présent avec ton patient et de lâcher tout ce qui n'est pas essentiel et de te délester de tout ce qui n'est pas essentiel. Et du coup, on se vide pour accueillir le patient. Et le patient rentre complètement. Et c'est cette sensation que j'ai ressentie quand j'ai vu ce docteur-là, ça a été vraiment ça. Il m'a complètement absorbé. Et quand je l'ai vu pratiquer avec ses patients, c'était ça aussi. Donc lui, il écoute les pouls, donc il se concentre énormément, et à partir des pouls qu'il ressent, il va diagnostiquer si tel organe, si c'est le foie, si c'est l'estomac, si c'est la rate. Voilà. Et à partir de là, il va proposer des plantes, ou il va proposer des massages, ou il va faire des points d'acupuncture, ou après il va y avoir différentes choses qui vont s'installer. Donc c'était à Katmandou, à côté du grand temple de Bodhnath, ils ont pris un peu cher avec le séisme. Là, c'était les moines donc les moines tibétains venaient se faire soigner chez lui. Un médecin tibétain est quelqu'un dans la hiérarchie qui est placé très haut au niveau des maîtres spirituels dans le bouddhisme tibétain. Donc voilà, il se concentre, il écoute les pouls, il a peut-être 60-70 sensations différentes qu'il peut sentir dans les pouls. Et en fonction de cette sensation-là, il va déterminer
est-ce que c'est un problème de foie, est-ce que voilà. Et il va donner le protocole médical des plantes après qui va suivre. Et c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une qui a une clairvoyance qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il voit arriver le patient et il sait déjà tout ce qu'il a, le patient. Il a déjà toute la cartographie. Il me dit à un moment donné, je n'utilise presque plus les poux, c'est juste pour me confirmer les poux, mais je sais déjà tout ce qu'il a. Parce qu'il est complètement disponible à accueillir son patient et c'est comme s'il était à l'intérieur de lui. Et on peut se dire, oui, bah, comment il sait ça? Mais après, quand il est devant son patient, les questions qu'il pose, elles sont toutes, c'est plus des questions, c'est des affirmations. Il veut dire, vous vous réveillez à 3 heures, vous avez du mal à digérer ça, vous avez des problèmes de sommeil, vous avez ça. Et la personne dit oui, 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 jusqu'à dire, bah, enfin, comment vous savez tout ça? Mais en gros, c'est écrit sur votre visage, quoi. Voilà. Donc ça, c'est dans cette notion de l'instant présent et de la pratique de l'instant présent dans le soin thérapeutique, c'était quelque chose de très, très important et j'ai vraiment découvert ça là-bas avec ce médecin-là. Du coup, on va abréger un peu. Il me reste Bali ou l'Équateur, donc c'est comme vous voulez. Ah, on va mettre l'Équateur alors. Bali, c'est quelque chose. Ils sont connectés à Bali. Hein. Alors la notion du temps, c'est pareil. Je suis arrivé voir. Je ne vais pas vous montrer Chocorda. Vous pourrez le revoir sur le blog si vous voulez. Le petit papy en bas à droite, il a 83 ans. Il continue de travailler. Je suis arrivé là-bas, il y avait du monde. J'ai attendu mon tour et quand c'était mon tour, il s'est levé, il est parti manger pendant 2 heures. Je suis revenu. Je croyais qu'il m'en voulait ou quoi que ce soit. Je suis revenu et comme si j'étais pas là. Il m'a fait la séance. La séance a duré entre 2 minutes 30 et 4 minutes, quoi. Je sais pas, un truc comme ça. Par contre, c'est la séance qui m'a mis la plus grosse claque de tout le voyage, quasiment. Et il s'est connecté avec les esprits, avec les machins. Il m'a fait je sais pas ce qu'il m'a fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis resté couché au lit pendant 3 jours après cette rencontre-là. Et au 3e jour, j'ai fait un rêve où j'ai fait un rêve, c'était pas un rêve, c'était comme une vision où j'avais mes 2 grands-pères j'étais au bout de la table, j'avais mon grand-père maternel et mon grand-père paternel qui étaient décédés avant de partir, qui étaient à mes côtés. Et ils me demandaient ce que je devenais en fait. Et je leur disais, bah voilà, je fais ça, je fais le voyage et tout. Ils disaient, ah c'est bien et tout. Et ça s'est terminé, j'ai souvenir de ce rêve où ça s'est terminé dans un grand éclat de rire, où je me suis marré avec mes 2 grands-pères, où ça m'était jamais arrivé. Et je me suis levé de ce rêve complètement en sueur. Et j'étais plus malade en fait. Et j'ai fait mon sac, j'ai pris mon billet d'avion et je suis parti direct après ça. Donc ça m'a secoué Bali. Il y a eu un avant Bali et un après Bali dans mon voyage en fait. Et c'est à Bali que j'ai basculé, y compris dans ma vie personnelle. C'est à Bali qu'il y a eu pas mal de choses. Allez, hop. Donc je montre pas Bali, vous verrez. Et l'Équateur. L'Équateur, c'est un des plus beaux pays qui m'ait été donné de voir. C'est absolument extraordinaire. Et là-bas, bah, c'est une autre vision. C'est, si vous voulez, l'aspect matérialiste, l'aspect matériel mécaniste que j'avais en ostéopathie. Là, on a basculé dans autre chose, si vous voulez. Là-bas, les yatchaks, c'est des guides spirituels. Ils sont au pied des volcans et tout est, ils ont des rituels. Là, on va voir. Ils sont très connectés à la nature. On a fait une cérémonie des 4 portes, notamment pour saluer les esprits aux 4 portes. Et après, bah, je vous montre juste la séance ici, qui est assez incroyable. C'est pour vous montrer que j'ai vraiment, après Bali, j'ai vraiment basculé dans d'autres approches thérapeutiques. Et ça m'a ouvert aussi d'autres horizons. Donc là, c'est à Cusco, pas à Cusco, c'est à côté de Riobamba, au pied de la basilique. Et lui, donc, on m'a dit, bah, va voir un tel, il fait des limpias. Et je savais, encore une fois, je n'avais même pas regardé sur Internet ce que c'était qu'une limpia. Et je voulais même pas savoir, je voulais la découvrir en direct live. Et voilà, donc on a fait une cérémonie de purification avec les locaux. C'est un petit moment pour eux où en fait le médecin il dit bah, qu'est-ce qui ne va pas dans le village alors voilà, bah, si ça va pas dans le village, c'est parce qu'il y a eu tel esprit, c'est parce qu'un tel est allé à tel endroit alors qu'il ne fallait pas. Et il règle tous les problèmes du village en une cérémonie comme ça. Et après, les disputes, tout ça, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il n'y a pas le temps parce que tous les matins, c'est réglé en fait.
Donc il a envoyé les vibrations avec son petit didgeridoo aux quatre coins, aux quatre points cardinaux. Et après, voilà, donc je suis rentré dans cette pièce, j'ai vu ces objets-là. Il m'a dit, prends la bougie, tu frottes ta bougie, voilà, sur le corps, comme ça, des pieds à la tête. Et il allume la bougie et il regarde la flamme. Et là, en regardant la flamme, il éclate de rire et il me fait, toi, tu as des problèmes avec ta femme. Et je venais de me séparer, à Bali, je venais de me séparer de la nana avec qui j'étais avant de partir en voyage, en fait. Et c'était tout frais. Et il m'a balancé ça en éclatant de rire et j'ai pas compris. Et j'ai dit, mais c'est comment tu sais ça? Je l'ai lu dans la flamme de la bougie. C'est-à-dire que l'objet qui frotte, que j'ai frotté, est un objet qui permet d'absorber l'énergie et d'expliquer après. Voilà. Donc c'était une limpia du feu, parce qu'il y en a plusieurs limpias. Et celle-là, c'était une limpia du feu. Il y a la limpia des plantes, la limpia des cochons d'Inde. C'est-à-dire la limpia des cochons d'Inde, on prend un cochon d'Inde et on se le frotte sur le corps. Là, c'est pas une blague. Hein. Et après, ils ouvrent le cochon d'Inde et en regardant dans les boyaux, il y a des taches noires dans les boyaux. Et s'il y a une tache noire dans le foie, ça veut dire que l'animal a absorbé votre maladie du foie. Et la tache noire qu'on voit dans le foie, c'est la tache noire que nous, on avait dans le foie. L'animal, voilà. Donc il pose son diagnostic et en même temps, il traite le patient avec sa limpia. Et ce qui est étonnant, je dis, mais c'est pas possible, comment il a trouvé ça en regardant dans la flamme de la bougie. J'avais un ami qui était, donc il termine avec une petite vibration dans le cœur, et forcément. Et l'ami qui était à mes côtés, il avait un autre problème, c'est impossible à trouver un truc comme ça. C'était, voilà, Juliane. Et il lui a fait la même chose avec la bougie. Il dit, toi, c'est ça. Et Juliane, il dit, mais c'est pas possible, quoi. Il a entendu. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Il dit, ben non, on n'en a pas parlé. Il a trouvé ça comme ça. Donc c'est là où j'ai compris que effectivement, quand on était, la clairvoyance, ça dépassait évidemment la matière. Alors même sans comprendre complètement ce qu'ils font, quoi. Mais il se passe des choses, quoi. Déjà, et c'est déjà bien de voir qu'il se passe des choses. Et il termine toujours par le son, la musique, évidemment, c'est des choses importantes pour la vibration. Voilà, et j'ai terminé, je vais terminer avec ça. J'ai fait ce grand voyage et je suis rentré, donc j'ai terminé en Équateur, au Galapagos. Je suis revenu à Paris, j'ai déménagé. J'avais besoin d'espace parce que je ne pouvais plus vivre avec là où j'étais. Donc je suis allé vivre au bord de la mer. Et 8 mois après, c'est incroyable d'avoir fait le tour du monde pour rencontrer ces grands médecins comme ça. Et 8 mois après, c'est lui, ce médecin-là, qui est venu chez moi. C'est-à-dire qu'il est venu faire une conférence à côté de Cherbourg, dans le Val-de-Serre. C'est Dominique Rankine, c'est le chef, c'est le leader spirituel et c'est le médecin man de la nation algonquine. Et il est venu faire un matado, c'est-à-dire c'est une hutte de sudation. Et donc là, on a fait une hutte de sudation pendant 3 jours et il m'a initié aux objets. Il nous a initiés, on était tout un groupe. Il nous a initiés aux objets sacrés et à la philosophie amérindienne. Et ça a été, je pense que ça va être le début d'une autre aventure où je pense que je vais aller maintenant voyager certainement là-bas à la rencontre des Amérindiens, parce que c'est un truc qui m'a complètement bouleversé. À droite, c'est le cercle médecine, c'est-à-dire qu'ils envisagent tout en cercle là-bas. Ils ne supportent pas les arêtes, ils ne supportent pas les angles, ils ne supportent pas les maisons carrées. Tout est en cercle, leur tipi, leur cercle de médecine, machin. Et tout là, parce que le cercle est infini, en fait. Le cercle, il n'y a pas de limite, tout est recommencement, il n'y a pas de début dit de fin. Et toute leur philosophie est basée sur le cercle. Donc voilà, pour terminer en conclusion, par rapport à ce que... J'ai fait une petite conclusion par rapport à la journée d'aujourd'hui. Mais ce qui est... Hein, c'est pas mal, hein, je reviens sur le sujet. C'est fort, c'est très fort. Et voilà, et c'est quoi la notion du temps et comment c'est arrivé tout ça? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Tout ça, ça a été inconscient. C'est après, en revoyant les diapos, où je me suis dit, mais il y a eu ça, parce que je suis en train d'écrire un roman là-dessus. Ça fait 2 ans que j'ai écrit un roman sur ce personnage qui va se rencontrer les médecines traditionnelles. Et la notion du temps, elle est du début à la fin, elle est là. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça se recoupe pas mal. Et donc évidemment, il y a la culture de l'instant présent. Pour soigner les gens, on est obligé d'être dans l'instant présent et on est obligé d'avoir fait le vide. On est obligé d'avoir fait le tri, de s'être délesté tout un tas de choses pour être vraiment dans la rencontre et dans accueillir l'autre. Mais ce n'est pas prendre son mal, accueillir l'autre, c'est d'être ouvert à accueillir l'autre, en fait. Et là, il se passe des choses quand on est dans cet état-là. Donc ça demande, voilà, c'est par de la méditation, par des rituels que nous, on a pu. Donc c'est remettre en place quelques rituels, refaire la méditation. Et tout ça, je refais ma pratique, je refais ça un petit peu avant ma pratique.
Voilà, c'est être disponible et pour interagir. Et voilà, le cercle, cette notion de cercle et de cycle, le cycle des réincarnations en Inde, Ananda, ce serpent, ce dieu serpent qui se mord la queue et qui montre le sigle infini comme ça. Ça, c'est là-bas, ça. Et il n'y a pas de début, tout est recommencement, y compris après la mort, tout est recommencement. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de conséquence. Donc c'est pareil, quand quelqu'un vient, poser un diagnostic, chercher les causes de la maladie, c'est quelque chose que j'ai un peu lâché. Je cherche juste à interagir avec lui parce que les causes et les conséquences, elles ne nous appartiennent pas, quoi. Et voilà. Et la notion d'espace-temps à la fin du voyage, au niveau vibratoire, là, c'est là où j'ai un peu basculé. Et avec, elle a rencontré les ancêtres. Et puis, j'ai eu pas mal de synchronicités aussi qui me sont arrivées sur la fin. Donc, voilà. Voilà. Je vous remercie. J'ai essayé de faire le plus bref possible. Oui, c'est bon, ça marche. Merci Benoît, super. Bah, t'étais tout le temps dessus, je pense, de toute façon. Super intéressant. Deux petites questions, si vous voulez tout de suite. Mais voilà, on fait ça rapidement, ou si vous voulez après parler avec Benoît tout à l'heure. Dites-moi. Tu les as scotchés là. C'est bien, tout est clair. Alors, tout est clair. J'ai gagné en clarté, alors c'est bien. Bon bah écoutez. C'est pas. Bon, alors pardon. Allô ? Ouais, oui. Juste une petite question. Est-ce que tu peux nous dire comment ta pratique de l'ostéopathie a changé après ce voyage ? Techniquement parlant, elle n'a pas changé des masses parce que quand on s'inscrit dans une pratique, c'est pas exportable les techniques. Les médecines traditionnelles sont pas exportables. Elles se vivent là où elles sont en fait. On peut prendre des notions comme la notion du temps notamment qui est intéressante, mais on ne peut pas exporter des techniques et les sortir du contexte. Enfin, moi, je me suis toujours interdit ça. Par contre, l'accueil du patient, tout ce qui est autour de la pratique, ça a pas mal changé. C'est un long cheminement. Il y a encore des fois où je lutte un peu avec des patients, où je suis un peu dans la bagarre, mais ça reste c'est un long cheminement. Mais ça a changé. Oui, dans le rapport au patient, dans le rapport au temps, de se dire si je suis en retard, c'est pas grave. Si je dois prendre plus de temps, c'est pas grave. Les rendez-vous, les agendas, je me suis débarrassé de pas mal de choses, de stress aussi lié à la pratique. Où voilà, il y a tout un tas d'images à chaque fois que j'ai des doutes c'est ça qui est intéressant, c'est à chaque fois que j'ai un doute, un questionnement sur ma pratique, j'ai une image, j'ai une solution qui me revient du voyage et qui me dit bah lui il faisait comme ça et donc voilà c'est intéressant. Ouais, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ouais. Oui, merci pour tout ça, Benoît. Et moi, j'ai une question, c'est sur ce rapport où tu as un background d'ostéo où il y a vraiment des techniques européennes et tout ça. Et là, tu nous montres, les images, c'est juste bluffant de voir les techniques qu'ils utilisent. Et quel pont est-ce que tu parles de ça dans ton roman, de comprendre l'invisible? Là, tu parlais des facultés médiumniques qui te dit le truc avec ton nana. Je les ai vécues en fait, je les ai pas comprises. Et je cherche pas du tout à les comprendre. Elles existent et ils sont là-dedans. Par contre, c'est plus dans la psychologie du guérisseur, moi, ça m'a passionné. C'est de rencontrer le guérisseur. Et ils ont tous des points communs, si tu veux, ces guérisseurs. Quelles que soient les techniques, tu les oublies complètement, en fait. Mais par contre, ce médecin, les médecins traditionnels, ils rient tout le temps, ils se marrent tout le temps, ils ont toujours l'autodérision, ils prennent les choses avec légèreté. Par contre, ils ont l'impression qu'ils déconnent tout le temps. Il y en a un à Bali, il y en a un qui fumait sa clope, assis en tailleur, il fumait sa clope, il avait un œil fermé à moitié de verre. Et c'était improbable, quoi. Et ils se marraient tout le temps. Par contre, à un moment donné, quand ils sont là, ça rejoint la verticalité. Quand ils sont là, ils sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la présence, ils arrivent à se poser en très peu de temps et à faire leur truc et à repartir dans la déconne après. Mais dans l'instant présent, quand ils font leurs gestes, c'est quelque chose qui est presque impalpable, mais que tu retrouves partout, en fait. Le chef algonquin, quand il met sa coiffe d'Indien, et on discute avec lui pendant 3 jours, au moment où il met sa coiffe indienne, là, on bascule dans un autre monde. Il commence à chanter avec son tambour. Là, on est plus ici, on est complètement ailleurs. Ouais. Et est-ce que dans ta pratique, toi, parce que tu pratiques toujours, est-ce que je mets une coiffe. Tu mets une coiffe avec des plumes de goéland que j'ai ramassées sur la plage d'Urville. Je me suis fait une superbe coiffe.
Non, Est-ce que dans ta pratique, parce que par les champs morphogénétiques, on sait qu'on absorbe, ou que la théorie du centième singe, d'être en contact avec des gens comme ça, comme tu dis, qui se prennent pas au sérieux, qui sont dans la joie, dans le cœur. il faut rester là-dedans. Faut rester là-dedans. Faut pas prendre au sérieux tout ce qu'on fait, ni prendre au sérieux toutes les techniques qu'on a. Par contre, faut les maîtriser. Et c'est pour ça, moi, j'enseigne un petit peu. Je suis assistant dans une école d'ostéo. Et on apprend les techniques, et ça, les techniques, que ce soit en Thaïlande ou n'importe où ailleurs, les techniques doivent être maîtrisées, parfaitement maîtrisées. Et il y a beaucoup d'entraînement et de travail. Pour se débarrasser de ça, justement, après, le plus possible. Mais elles doivent être automatisées complètement. Et une fois qu'elles sont automatisées, là, il y a de la place pour tout le reste, en fait. Il y a de la place pour la présence, pour l'accueil, pour l'instantanéité, là, il y a de la place. Mais il faut d'abord, ça se fait pas... je commence à toucher ça, j'ai diplômé de kiné depuis 2003 et ostéo, j'ai commencé ostéo presque en... Je commence à toucher à peine ça avec le voyage, mais pour les pratiquer dans le cabinet, c'est encore là. Mais ils sont tous vieux. Hein. Le Tibétain, il a eu le droit de commencer à travailler à 40-45 ans parce qu'avant, il travaillait, c'est qu'il avait un tuteur qui avait 20 ou 30 ans de plus que lui et qu'il regardait, il n'avait pas le droit de travailler tout seul. Hein. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Voilà. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Merci Benoît, c'était génial. Merci.